Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. On a le plaisir de revenir pour un nouvel épisode de notre série vidéo Mentor. Alors vous savez, notre série vidéo Mentor, elle est là pour vous présenter des détails techniques, des détails historiques pour mieux comprendre l'horlogerie de manière générale. Où en effet, moi, Nicolas, je vais un peu agir comme un mentor de l'horlogerie, en toute modestie, bien évidemment. Le but, c'est de parler avec mes mots et de mon expérience de ce que je peux aimer et de ce que je peux voir dans l'horlogerie. La dernière fois, on avait le plaisir de vous présenter un peu une rétrospective de la notion de mouvement mécanique dans l'horlogerie depuis la nuit des temps jusqu'aux temps les plus récents. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous faire une vidéo sur la notion de manufacture. La notion de manufacture dans l'histoire, mais aussi aujourd'hui, parce que c'est un peu devenu le maître mot des marques de montres, manufacture par-ci, manufacture par-là, manufacture partout. Donc le but aujourd'hui, ça va être de comprendre que la manufacture n'a pas toujours été la façon de faire en horlogerie, bien au contraire, et de voir aujourd'hui à quel point cette notion est importante et à quel point on doit y prêter attention. Aujourd'hui, on va prendre différentes marques de montres pour égayer notre propos et j'aborderai par exemple cette notion de manufacture avec la marque de montre Breguet de ses débuts à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la moitié du XIXe siècle environ, même la fin du XIXe siècle. La marque de montre Omega également qui a eu beaucoup d'importance dans l'établissement de cette notion de manufacture. Et enfin, la marque de montre Tudor pour expliquer aussi justement la différence entre la manufacture et ce qui ne l'est pas. Et bien évidemment, il y aura d'autres exemples après. Si je commençais par l'exemple de Breguet, c'est que pour moi, c'est un exemple qui fait beaucoup de sens. Aujourd'hui, et à raison, on place la marque Breguet sur un piédestal et comme étant une marque de très haute horlogerie avec un passé complètement dingue, comme vous pouvez le voir en fait dans son histoire, avec le musée Breguet de la place Vendôme. Je vous passe un peu tous ces détails. Mais il ne faut pas croire que parce que la marque de montre Breguet est prestigieuse et parce que son histoire est absolument sympathique, que Abraham Louis Breguet faisait toutes les pièces à la main et qu'il faisait tout dans ses ateliers et que tout était maîtrisé de A à Z parce que c'est complètement faux, bien au contraire. Des cadrans qu'on a retrouvés sur les premières montres Breguet qui avaient toujours la signature du fabricant au dos, qu'il s'agisse de Borel, de Drault ou encore de Morimont. Tout ça, c'est des noms de cadraniers qui travaillaient pour Breguet et vous savez que les cadrans de Breguet étaient très importants parce que quand ils n'étaient pas émaillés, ils étaient aussi parfois guillochés. Et ça, Breguet, c'est quelque chose qu'il pouvait confier à des gens avec une extrême confiance à l'extérieur de ses ateliers. On pense aussi aux boîtiers, par exemple, le célèbre fabricant Gros qui faisait beaucoup de boîtiers pour Breguet, pour ses montres de poche. Mais évidemment, les mouvements ne font pas non plus exception. Alors évidemment, c'est Breguet qui les concevait de A à Z, mais la fabrication des ébauches était confiée à des personnes tierces. Pendant que Breguet était en France, ça se passait souvent en Suisse. Ça, c'est une chose importante. Vous avez les cadrans, les boîtiers, les ébauches de mouvements. Et en revanche, une fois que ces ébauches étaient livrées à Paris, tout ce qui était le fait de terminer ces ébauches, le fait d'ajouter des pièces, les échappements, etc., pouvait être fait à Paris directement. Et Breguet ou ses compères horlogers venaient terminer à la main ces montres, ces pièces, venaient ajouter la petite pièce qui va bien, qui avait été fabriquée en interne. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tout ne provenait pas des mains d'Abraham Louis Breguet ou de ses compagnons horlogers. Et très jolie anecdote, il y a quelques semaines, la célèbre maison de vente Giquelot et Associés a vendu un petit papier très sympathique où on voit une commande et une livraison d'aiguilles par Albertine Marat, qui était la sœur du célèbre révolutionnaire français, qui fournissait les aiguilles, les fameuses aiguilles à pomme évidée par exemple, qui étaient très utilisées par Breguet sur ses garde-temps. Mais attention, après Breguet, c'était une âme très supérieure qui considérait que quand il faisait confiance à des horlogers en particulier et surtout pour la fabrication des mouvements en Suisse, il connaissait très très bien ses fournisseurs, il était très ami avec les horlogers qui faisaient les ébauches pour lui et c'était des pièces qui étaient exclusivement produites pour Breguet et pas pour d'autres fabricants de montres. Donc c'est-à-dire que les montres Breguet restaient uniques malgré une fabrication qui était externe aux ateliers de chez Breguet. En tout cas, pour conclure sur Breguet, vous voyez qu'à la fois les cadrans, les boîtiers, les ébauches pouvaient être faites par des personnes de confiance, mais que toujours Breguet était derrière pour à la fois penser la conception, penser le design, penser tous les détails techniques les plus innovants et les plus intéressants et parfois évidemment concevoir des pièces lui-même ou par ses compagnons horlogers à Paris ou en Suisse. Et qu'à la fin, la montre était exceptionnelle, unique, mais pas forcément réalisée entièrement en interne. Ça,
c'était pour Breguet en entrée. Maintenant, en plat principal, on va manger un peu de Oméga. Vous savez que Louis Brandt a fondé son comptoir d'établissage à La Chaux-de-Fonds en 1848. Si ça vous intéresse plus particulièrement, vous irez regarder au 51 rue de la Promenade à La Chaux-de-Fonds, parce que c'est là qu'était établi le fameux Louis Brandt à l'origine. Alors j'ai prononcé les mots de comptoir d'établissage, ce qui est très important parce que c'est l'ancêtre de la manufacture pour toute l'industrie horlogère mondiale. Le comptoir d'établissage, il est fondé sur la notion très simple de division du travail. Et depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est vraiment la forme d'industrie horlogère la plus répandue. À la tête du comptoir d'établissage, on trouve le fabricant négociant qui va commander des boîtiers par-ci, des cadrans par-là, des ébauches encore ailleurs. Puis ensuite, une fois que ces ébauches, ces cadrans, ces boîtiers sont terminés, il va les faire envoyer à d'autres endroits pour les finitions, donc la décoration par exemple, l'empierrage qui est un autre poste, donc c'est le fait de venir chasser les pierres dans le mouvement, vous savez les pierres pour éviter les frottements. Et ensuite, tout va être envoyé, centralisé à un endroit pour être complètement fini, assemblé et ensuite distribué ailleurs pour la revente finale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent que les horlogers, en tout cas les fabricants de certaines pièces constitutives de ces montres, étaient les agriculteurs qui, l'hiver, travaillaient peu ou pas du tout dans leur domaine agricole et pouvaient du coup fabriquer des pièces de montres de façon assez rudimentaire, mais du coup assez sympathique aussi, avant de les envoyer vers des comptoirs d'établissage. Ça se passait un peu comme ça. En été, on était en train de traire les vaches et en hiver, on était en train de fabriquer des petites ébauches très sympathiques et c'est ça qui est beau dans l'horlogerie. Donc Louis-Paul et César Brandt, qui vont reprendre la suite de Louis Brandt après son décès et même un peu avant déjà, vont être ceux qui vont instaurer cette idée de manufacture pour Oméga, c'est-à-dire de centraliser directement tous les ateliers et toute la main-d'œuvre nécessaire à la réalisation, à la bonne réalisation d'une montre en interne pour avoir plus de contrôle, plus d'uniformité et plus en fait se rapprocher de la notion d'industrie horlogère et de production à large échelle. En gros, le maître mot, c'est la rationalité. Comme vous le savez, ces deux personnages s'établissent en 1880 à Bienne et en 1894, on a le premier mouvement Oméga qui va sortir des ateliers. Donc vous avez vu qu'entre 1848, Louis Brandt et la fin du 19e, il n'y a pas de géant qui a été fait, on est passé du comptoir d'établissage à la manufacture Oméga. Attention, ça ne veut pas dire que par la suite, au XXe siècle, Oméga va tout faire, bien au contraire. On pense par exemple, pour ne citer que, au boîtier de la célèbre Speedmaster qui a été réalisé par Huguenin Frères. D'ailleurs, ce n'était pas seulement les boîtiers de Speedmaster qui étaient concernés, mais aussi d'autres chronographes. On pense évidemment à l'Emania pour les mouvements de chronographes. Donc voilà, même si Oméga fabriquait de nombreux mouvements en interne, des boîtiers, des cadrans, des aiguilles, il laissait aussi la conception de ces mêmes parties de montre à d'autres fabricants en externe. Mais de manière générale, Oméga avait vraiment cette notion de manufacture en avance. Ça, c'était pour Oméga, pour vous expliquer la notion de comptoir d'établissage, ce qui était l'ancienne façon de faire de l'horlogerie et l'évolution vers la manufacture. Alors évidemment, toutes les marques ne vont pas bouger à ce niveau-là en même temps et elles ont des vies à ce moment-là très différentes. Enfin, je voudrais vous parler de la marque de montre Tudor. Vous savez que Tudor, le nom Tudor avait été acheté, il me semble, dans les années 30 par Hans Wilsdorf parce qu'il y voyait un avenir ou il y voyait une opportunité dans le futur. En tout cas, la marque de montre Tudor est lancée en 1946. L'idée était alors simple, c'est d'aller toucher de nouvelles personnes et d'ouvrir de nouveaux marchés en proposant la bienfacture des montres Rolex, mais avec une petite différence, c'est que par exemple, les mouvements n'étaient pas fabriqués par Rolex, mais étaient pris justement à des motoristes extérieurs. Donc vous aviez les boîtiers Oyster, les couronnes, les lunettes, les bracelets, mais pour le mouvement, c'était confié à des motoristes de qualité extérieure. Par exemple, on pense à ETA, on pense à Valjoux pour la célèbre Home Plate et encore d'autres chronographes qui vont recevoir ce mouvement. Donc on avait un design extérieur qui était vraiment propre à Rolex et qui en fait se cantonnait, comme je vous ai dit, aux boîtiers, aux couronnes, aux lunettes et aux bracelets. Et on avait aussi les brevets, enfin les innovations techniques. Oyster, l'étanchéité chez Rolex, elle bénéficiait aussi à Tudor. Mais pour les mouvements, c'était confié autre part. Et du coup, ça baissait le prix des montres et comme ça, on pouvait toucher d'autres personnes avec quand même les designs qui plaisaient de chez Rolex. Ce qui est intéressant chez Tudor, c'est que la marque, elle prend un tournant aux alentours des années 2010. Il y a vraiment le grand retour de Tudor, c'est vraiment les années 2010. C'est le lancement de la Tudor Héritage Black Bay. C'est en 2015 le lancement à Bâle du premier mouvement de manufacture Tudor avec la création de l'entreprise Kenissi
Kenichi qui en fait est voué à fabriquer des mouvements pour Tudor, mais aussi de fournir des mouvements à des tierces marques de montres. En tout cas, à l'origine, c'est une société développée par Tudor spécialement pour fabriquer des mouvements de manufacture. Donc vous voyez qu'il y a eu un glissement entre l'idée originelle de Tudor d'utiliser la force de frappe de Rolex tout en canalisant les prix pour pouvoir toucher d'autres personnes avec les mêmes designs. Bon, depuis, évidemment, quand on pense à Kenichi, on ne pense plus seulement à Tudor, mais aussi à Breitling, qui a bénéficié des savoir-faire du motoriste. On pense également à Chanel pour le mouvement de Sagittal en 2018. Voilà. En tout cas, à l'origine, c'était une avancée de la part de Tudor de dire maintenant, on va commencer à faire des mouvements de manufacture, alors que dans l'idée originelle, cela n'apparaissait pas. Voilà pour ces 3 exemples que sont Breguet, Omega et Tudor. J'aurais évidemment aussi pu parler de Patek Philippe avec les cadrans Stern. Alors les cadrans Stern, évidemment, qu'ils étaient utilisés par Patek Philippe parce que dans l'histoire, la famille Stern a eu un pouvoir radical sur la survie de Patek Philippe. On aurait parlé aussi des boîtes de François Borgel pour les chronographes notamment, mais également plus récemment les mouvements nouvelles, les Mania dans les années 80-90. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les marques de montres de l'industrie horlogère suisse qu'on connaît aujourd'hui ont eu des développements différents et que la notion de manufacture ne les a pas touchés en même temps. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir à quel point cette notion de manufacture, en sachant tout ça, elle a une importance. Ce qui est sympathique quand on parle de notion de manufacture, c'est d'avoir un équilibre. Par exemple, si on pense à la marque de montres Oris, c'est d'avoir une grande partie des montres qui sont équipées avec des mouvements Sellita, mais aussi des mouvements manufacture plus haut de gamme, avec une belle réserve de marge comme la famille de Calibre 400, et qui sont proposés évidemment à des prix beaucoup plus élevés, mais d'avoir au moins un équilibre entre les deux, de pouvoir avoir du design Oris à des prix intéressants. Par exemple, chez Tudor, on a encore un peu cette idée-là avec la majorité des pièces Black Bay qui ont un mouvement de manufacture justement réalisé par Kenichi, et d'autres pièces comme la Royal Jourdat qui a reçu un mouvement ETA un peu retravaillé par Tudor. Alors il faut bien distinguer 2 choses. Le fait de manufacturer absolument tout et en particulier le mouvement, du fait de créer des mouvements de manufacture parce que ça a un vrai sens et ça apporte un vrai supplément d'âme. Je parle ici évidemment de décoration, d'une réserve de marche importante, de complications exceptionnelles. Quand ça ne réunit pas au moins un de ces piliers, créer un mouvement de manufacture n'a pas forcément de sens. Si c'est pour mettre dans un 3 aiguilles un mouvement de manufacture avec 45 heures de réserve de marche qui ne possède pas de définition magnifique ou alors un antimagnétisme éprouvé, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez mon point, ça n'a pas vraiment d'importance. Après, il faut aussi comprendre dans l'industrie horlogère qui a beaucoup souffert ces dernières décennies, enfin j'entends pas cette dernière décennie, mais les décennies d'avant en particulier avec la crise du quartz que l'on connaît tous, il y a eu des fournisseurs qui ont été en grande difficulté, que ce soit des cadraniers, des motoristes, des fabricants de boîtiers, des fabricants de verre, etc., qui ont été absorbés par les marques parce que sinon, les savoir-faire allaient mourir et puis aussi, du coup, la production allait être touchée. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup arrivé. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est absorbé, donc on parle de manufacture, mais souvent, les marques veulent rester discrètes quant à l'absorption de ces savoir-faire au sein des sociétés. Ce qui importe plutôt aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que la notion de manufacture, elle a ses limites. Parce que d'une part, quand on regarde l'histoire de l'horlogerie et les magnifiques pièces qui sont sorties des ateliers qui, pourtant, utilisaient des fournisseurs spécialisés, que ce soit pour les cadrans, pour les lunettes, pour les bracelets, je pense par exemple à Guy Frères, on avait quand même des pièces qui étaient absolument divines, qui ont forgé l'histoire de l'horlogerie et les icônes les plus sympathiques que l'on connaît. Et pourtant, la notion de manufacture n'était pas totalement intégrée, et même loin du compte parfois, puisqu'on parlait vraiment de comptoir d'établissage, à cette pensée industrielle horlogère. Aujourd'hui, à mon sens, il faut conserver vraiment un équilibre entre d'un côté des mouvements ou des pièces qui seraient totalement manufacturées et des pièces qui le seraient moins. Parce que si vous commencez à passer toutes vos montres en manufacturé, vous allez tirer complètement les prix vers le haut, ce qui se passe pour de nombreuses marques qui veulent évidemment se faire plus de marge. Alors c'est sympathique de se faire de la marge, mais il faut aussi penser à l'image de la marque et au fait que, en effet, on va se fermer des marchés et que la marque va être réservée qu'à une élite pour se payer des montres à plusieurs milliers d'euros. Mais tant qu'on conserve l'équilibre entre d'un côté des montres bien faites, alors certes avec des mouvements qui viennent de l'extérieur mais qui sont très très bons, je veux dire aujourd'hui tous les motoristes qu'on connaît, Sellita, Soprod et j'en passe beaucoup d'autres, sont des marques de qualité. Et tant qu'on retrouve un design associé à une marque, un peu comme cet exemple de Tudor et de Rolex, je veux dire tout va bien. Alors après qu'on veuille aller vers des pièces de manufacture plus chères parce qu'il y a des finitions qui sont bien au-dessus, qu'on se rapproche de la haute horlogerie parfois, qu'on a des pièces anglais à la main ou des réserves de marge, comme vous le disiez, qui sont nettement supérieures à la moyenne, là ça vaut peut-être le coup d'aller vers la manufacture. Mais si une marque commence à passer tout en manufacture, elle va commencer à perdre tout
ses clients, ou en tout cas une majorité. Et pour moi, clairement, il suffit parfois d'un très très beau design avec aussi les technologies en termes d'étanchéité qu'on retrouve par exemple sur une Tudor Submariner, les références de la famille 70 000. Alors certes, il y a un mouvement état à l'intérieur, mais est-ce que c'est vraiment important quand on regarde le produit et quand ce qui compte, c'est d'avoir une étanchéité et une vraie gueule? Je ne pense pas. Et ce sera la conclusion de cette vidéo sur la notion de manufacture. J'espère que vous avez davantage compris son histoire au fil du temps. Alors c'était une histoire un peu condensée, mais en même temps c'est un peu ça qui compte aujourd'hui en horlogerie, c'est vraiment la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui pour en tout cas les montres bracelets et aussi les montres de poche. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la série vidéo Mentor. J'espère qu'elle vous a plu et on se donne rendez-vous très prochainement pour encore quelques bribes de l'histoire horlogère qui vous seront contées par ma personne et j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup.